De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Un invité nous a rejoint. Il s'agit de M. Mohamed Abba Ould Jelani. Vous êtes président du Centre Sahel pour l'expertise et le conseil. Bienvenue. Merci beaucoup. Et nous sommes toujours en compagnie de Woutibal Koumaba, consultant spécialisé en gestion des conflits, et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, le dossier du jour. Cité par les experts comme un modèle unique de coopération militaire sud-sud, la coalition Tchad-Cameroun a donné une nouvelle dimension à la lutte armée contre Boko Haram. Le Tchad bénéficiant d'un droit de poursuite sur le sol nigérian, les deux armées ont mis sur pied une stratégie commune qui a favorisé la reprise de certains bastions aux groupes terroristes. Un reportage de Narcisse Doumbé. C'est en mai 2014 que le gouvernement camerounais, excédé par les attaques terroristes de Boko Haram, a pris la décision de faire intervenir son armée. Le long de la frontière avec le Nigeria, dans l'extrême nord du pays, d'importantes troupes y sont déployées. Plus de 2000 hommes issus de toutes les composantes des forces de défense. Leur mission, protéger la population civile et repousser toutes les incursions externes. En janvier 2015, le conflit armé contre les djihadistes dirigé par Aboubakar Shekau prend une nouvelle tournure. Le Tchad voisin, dont les voies de ravitaillement commençaient à être menacées, prend la résolution d'envoyer des troupes au Cameroun. 3 régiments d'environ 800 hommes chacun, appuyés par plus de 400 véhicules. Sur le terrain, les troupes des deux pays, placées sous un commandement mixte, accumulent les victoires. Pour Yaoundé et N'Djamena, il faut en finir avec ce mouvement terroriste. Il nous faut donc mettre un terme aux actions et agissements des mouvements terroristes. Il nous faut éradiquer Boko Haram. De la sorte, nous pourrons rassurer nos populations et mieux nous consacrer au seul combat qui vaille, la lutte contre la pauvreté et pour la dignité de l'homme africain. Boko Haram doit savoir que, comme disait le stratège chinois Sun Tzu, la guerre est semblable au feu. Lorsqu'elle se prolonge, elle met en péril ceux qui l'ont provoquée. Boko Haram n'aura pas chuté en Afrique centrale. Au sein de l'armée camerounaise, on met en avant la bravoure et surtout le professionnalisme des divers corps, fruit des diverses réformes. On peut avoir les résultats du professionnalisme par le bilan. Une chose est sûre, c'est que sur le terrain aujourd'hui, les forces camerounaises ont montré tout leur talent sur le point de vue tactique et opératif. Aucun centimètre du territoire camerounais n'a été cédé. Le Cameroun a tenu grâce à ses moyens, grâce à son professionnalisme et grâce à la réforme qui a été mise sur pied en 2001 quand même, sur 3 bases qui sont essentielles, le rajeunissement, le professionnalisme et l'équipement des forces. Je peux vous assurer que c'est grâce à ces 3 piliers qu'aujourd'hui nous avons le gain de ce combat contre Boko Haram. Habitué des conflits asymétriques, l'armée nationale du Tchad a participé à de nombreuses opérations de terrain, aussi bien sur son territoire tchadien qu'à l'étranger. Une expérience sur laquelle elle mise pour aider à éradiquer Boko Haram. Les jours à venir, vous allez savoir que l'armée tchadienne peut faire plus que vous pensez. Et nous, par l'histoire, le Tchad a vécu beaucoup de guerres. Mais si vous savez, les problèmes de droit international humanitaire, c'est respecté partout au Tchad. Donc, vous allez savoir que l'armée tchadienne est bien équipée, bien entraînée et bien déterminée pour effectuer sa mission. Sur le théâtre des opérations, le succès de l'action militaire est largement tributaire de la collaboration des populations. Bien que vivant sous la menace permanente des représailles des terroristes, elles fournissent les renseignements nécessaires aux forces de défense. Nous devons ce bon résultat également à l'engagement des populations du Cameroun, que ce soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, je dirais même plus les populations de l'extrême nord,
qui vivent le calvaire tous les jours, mais qui apportent aux forces de l'ordre un concours que nous apprécions. La riposte de l'armée camerounaise face à la montée en puissance du terrorisme aux frontières nationales a réveillé la fibre patriotique chez les habitants. Sur l'ensemble du territoire, on note une mobilisation sans précédent pour l'armée. Mobilisation qui va des marches de soutien à la levée des fonds. La mobilisation, les techniques de mobilisation déployées ici et là sont une manière de dire non à la guerre, sont une manière d'être derrière les forces de défense qui combattent avec la supervision générale du président de la République qui est chef suprême des forces armées. Donc à mon avis, c'est de bonne guerre et c'est une forme justement de citoyenneté contre la terreur, contre le terrorisme et contre une guerre inutile, une guerre qui s'abat contre le gré des Camerounais. La collaboration entre les forces de défense camerounaises et l'armée nationale du Tchad est à saluer. Mais si tout se passe bien sur le plan militaire, la réalité est différente au niveau de la communication. Vous vous souvenez les dernières attaques pour la neutralisation de Goza, c'est les forces armées camerounaises qui ont pilonné avec les obus 39, les obus 39 obus, les obus 155, qui sont les obus qui peuvent viser les objectifs à 30 km. Mais les fantassins qui étaient sur le terrain, qui étaient des Nigériens et des Tchadiens, ont revendiqué la reprise de cette localité, alors que c'est l'armée camerounaise qui avait fait le boulot à partir de Touboro. Moi, je pense que ce genre de contre-courant n'est pas bien dans une guerre qui est mutuelle et pour laquelle chacun ne devait pas chercher à tirer la couverture de son côté. Depuis près d'un mois, un calme relatif règne au niveau des frontières camerounaises. Un calme qui pourrait signifier l'incapacité des djihadistes à se réorganiser après les nombreux revers essuyés face à la coalition. Les pays engagés dans ce conflit attendent à présent le déploiement de la force mixte multinationale de l'Union africaine. Elle aura environ 10 000 hommes et son commandement sera basé en N'Djamena, la capitale tchadienne. Avec plus de 13 000 morts à son actif depuis 2009, Boko Haram fait partie des mouvements terroristes les plus meurtriers de la planète. Monsieur Koumaba, comment expliquer que ces deux armées tchadiennes et camerounaises aient pu inverser le rapport de force sur le terrain en quelques semaines seulement? Parce qu'en fait, le Nigeria, bien qu'étant une puissance militaire qui a joué un rôle important dans le règlement de conflits en fait, en Afrique de l'Ouest, notamment au Libéria, en Sierra Leone, c'est le Nigeria qui a joué un rôle important. Dans le cas de la lutte contre Boko Haram, il y a des affinités politiques, je pense, par rapport aux autorités politiques du Nigeria. Ce qui expliquait la mollesse, je dirais, de l'intervention en fait, nigériane d'une certaine façon. Mais le Tchad et le Cameroun étaient menacés par, du fait pour le Tchad d'abord, les actions, en fait, l'incursion de Boko Haram menaçait ses approvisionnements à partir en fait, du Nigeria et du Cameroun. Et le Cameroun, Boko Haram, qui était tout au départ un mouvement uniquement qui opérait au nord-est du Nigeria, a commencé en fait, à procéder en fait, aux enlèvements. Au niveau du Cameroun. Si l'armée tchadienne a pu, avec l'armée camerounaise, inverser en fait, le rapport de force, c'est parce que le Tchad, depuis, je dirais, 2008, la capitale N'Djamena a été menacée par les rebelles. Mais entre-temps, il y a un effort qui a été fait. Et cet effort-là produit aujourd'hui, en fait, ses fruits. Et le Tchad, comme comme l'a rappelé en fait, l'éditorialiste, a une expérience assez importante au niveau en fait, de la gestion de conflits et des interventions dans d'autres États. Et pareil au Cameroun, la brigade qui intervient, c'est la brigade d'intervention rapide. Et cette brigade-là fait partie en fait, de l'unité d'élite de l'armée camerounaise qui est formée notamment par l'Israël. Monsieur Gélani, vous êtes d'accord? L'armée tchadienne, elle est particulièrement formée, équipée pour ce genre de terrain? Elle a certes une grande expérience dans
les guerres asymétriques pour deux raisons. D'abord, l'histoire spécifique du Tchad, qu'on connaît tous. Le Tchad a vécu plusieurs guerres fratricides et plusieurs rébellions, dont la dernière, notre ami vient de la signaler, était l'arrivée des rebelles en N'Djamena en 2008. Cette expérience de guerre symétrique et de guerre de rébellion, à cette expérience-là s'ajoutent aussi des interventions de cette même armée hors de ses frontières, dont la plus ancienne, à ma connaissance, est celle de 2003 en Centrafrique. Plus tard aussi, pour installer d'abord Bozizé et plus tard pour déloger Bozizé. Donc ce n'est pas la première fois que l'armée tchadienne ait une expérience d'une guerre asymétrique. Ce n'est pas non plus la première fois que l'armée tchadienne se déploie hors de ses frontières. Je rappelle aussi que n'eût été l'intervention de l'armée tchadienne au Mali, peut-être l'armée française n'aurait pas pu venir à bout des djihadistes au nord du Mali. Donc c'est certes une armée expérimentée, c'est une armée équipée, c'est une armée aussi qui a une expérience de se redéployer ailleurs. Et donc tous ces points forts militent au sens, si l'effort du Tchad et l'effort du Cameroun s'ajoute à l'effort aussi nigérien pour combattre Boko Haram, bien sûr, ça change la donne. Cela dit, ça ne veut pas dire que Boko Haram est complètement anéanti. Nous l'avons vu avec l'expérience malienne. On nous disait que 80% ou 90% des forces des djihadistes ont été anéanties. On se rend compte une année après ou 2 années après qu'ils sont encore là. Même s'ils sont en partie en Libye, ils sont partout ailleurs, ils sont encore implantés au Mali et ils font toujours des dégâts. Oui. Justement, en fait, c'est ce que vient de souligner l'intervenant, pardon. Monsieur Gélani. Monsieur Gélani. Donc, ce qu'il vient de souligner, c'est un élément important. On ne peut pas en fait se réjouir de dire que oui, Boko Haram est anéanti, c'est tout, et l'affaire est finie. Parce que Boko Haram a des affinités avec notamment AQMI. Ça, en fait, pour moi, c'est l'une des conséquences en fait de l'instabilité qui règne en Libye. Parce que longtemps, la Libye a joué un rôle important, qui jouait d'une certaine façon un rôle de barrière. Parce que la plupart des Touaregs qui interviennent, qui collaborent avec Boko Haram, étaient en Libye. Et lors de la chute de Muammar Kadhafi, ils se sont servis avec l'arsenal libyen et qu'ils ont étendu dans la zone sahélienne. Je crois que c'est la première fois que j'entends ce genre d'argument que les Touaregs se trouvent au Nigeria. Non, vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne savais pas ça. Peut-être ça peut... je ne suis pas peut-être trop informé, mais je sais bien sûr que les désordres menés par la coalition internationale en Libye a alimenté la déstabilisation du Mali et peut-être quelque part les armes qui circulaient ont transité par le Niger pour arriver au Nigeria. Mais c'est la première fois en tout cas que j'apprenne que les Touaregs sont à l'appui de Boko Haram. Maintenant, que des liens existent, même philosophiques. Sur le fondement, Boko Haram se réclame de la mouvance djihadiste globale. Il y a certes peut-être des rapports entre certains dirigeants de Boko Haram et certains dirigeants des mouvances djihadistes au Mali ou en Libye ou ailleurs, ou même en Afghanistan, mais qu'il y ait un lien organique, personnellement je ne le pense pas,
c'est peut-être plausible, mais je ne pense pas. Peut-être qu'en fait, je me suis, par rapport à ça, c'est que ce n'est pas forcément le Touareg. Ce que je voulais dire tout simplement, par exemple, lors de la chute de Mohamed Youssouf en 2009, la plupart en fait, des membres en fait, de Boko Haram se sont réfugiés au nord du Mali. C'est là qu'ils ont fait la jonction, en fait, même d'ailleurs au Tchad. Ils se sont cachés et se sont organisés en fait, de façon assez progressive pour revenir après. En fait, alors, Jean-Marie, pour en revenir à la question des armées tchadiennes et camerounaises, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le Tchad est devenu l'un des centres de la lutte contre le terrorisme en Afrique subsaharienne? L'armée tchadienne bouge énormément en dehors de ses frontières, mais pour le cas qui nous intéresse ici, la famille, nous avons affaire, comment dire, à deux armées qui sont relativement bien aguerries et expertes. Parce qu'on parle souvent du Tchad, mais il ne faut pas oublier que le Cameroun a eu une guerre avec le Nigeria, si vous voulez, pendant un certain nombre d'années. Donc l'armée camerounaise, la presqu'île de Bakassi, dont l'armée camerounaise est une armée qui est bien entraînée et qui est experte aussi, si vous voulez, dans toutes ces stratégies, ces politiques stratégiques militaires-là. Donc, le fait que les deux armées se mettent ensemble, dans la mesure où on sait qu'aujourd'hui, il y a déjà une très très bonne, parce que le président tchadien aujourd'hui, il connaît très très bien le terrain, puisque lui-même, avant qu'il ne se mette, qu'il soit président de la République, c'est quelqu'un qui connaît très très bien le terrain. Donc, c'est qui, de mon point de vue, j'ai salué, si vous voulez, cette jonction des deux armées-là de manière relativement satisfaisant dans la mesure où on avait la rencontre de deux armées qui sont expertes par rapport à une guerre asymétrique dont on a souvent souligné sur ce plateau. On avait en face un ennemi qui était invisible. Mais l'expertise qu'il y avait de l'autre côté a permis en sorte qu'en quelques semaines, la réunion des deux expertises des deux armées, que ce soit l'armée tchadienne ou l'armée camerounaise, puisse aller au-delà des résultats qu'on a eu jusque-là. Bon, tout à l'heure, là, il y a nos invités qui ont parlé, si vous voulez, peut-être il y a des Touaregs, ils y sont présents ou pas, non. Quand vous êtes dans une scène de guerre, vous n'avez pas de frontières imperméables. C'est-à-dire, vous avez tous les groupuscules qui ont, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que là, nous avons affaire à des groupuscules qui vivent beaucoup plus de quoi? Des trafics de drogue et des trafics d'armes et tout ce qui s'ensuit. Donc, vous n'avez pas de frontières imperméables. C'est une situation qui est très, très complexe à analyser, dans la mesure où les alliances se font en fonction des intérêts présents qu'on a sur le terrain. Donc, ce n'est pas quelque chose, c'est-à-dire qui va être sur une trame historique, on va se dire que bon, ces groupes-là sont ensemble pas depuis X temps. Ce sont des groupes qui se mettent ensemble de manière circonstancielle en fonction des intérêts qu'il y a en face. Donc, vous n'avez pas de frontières imperméables là-dessus. Vous pourrez vous retrouver avec une organisation dans laquelle vous vous retrouvez avec des intervenants qui, au départ, on n'aurait pas cru qu'ils puissent se mettre ensemble. Mais vous avez des alliances et des pactes qui se mettent en place en fonction, si vous voulez, des intérêts du moment. C'est terminé. Merci, Monsieur Jelani. Monsieur Moukoumama, merci d'avoir été avec nous. Merci. Nous allons marquer une nouvelle pause dans un instant, la troisième partie de l'Africa News.